Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Rokia. Donc dans cette vidéo, on va faire un TP dans le domaine de la programmation par contrainte, la PPC, et spécifiquement la programmation logique par contrainte. Donc c'est un TP pour trouver une solution à un jeu logique japonais qui s'appelle Inchi no Heya. Ok, je vais essayer de l'entendre en chinois en utilisant Google Traduction. Bon, très bien. Donc pour ça dire entendre sa prononciation en japonais plutôt. Inchi no Heya. Inchi no Heya. Inchi no Heya. Ok, donc c'est ça la prononciation de ce jeu japonais qu'on va essayer de faire en utilisant bien sûr les concepts de la discipline programmation logique par contrainte. D'accord? Bien. Donc, l'énoncé de l'exercice TP est le suivant. Donc, Inchi no Heya, que le mot d'origine c'est japonais. En français, c'est une salle des facteurs. J'ai pris cette signification en utilisant bien sûr Google Traduction. Donc, l'essentiel, c'est une grille qui contient des cellules. Mais on peut toujours, c'est-à-dire la projeter vers des cas réels. On a des salles avec des facteurs, ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est un jeu qui est sous forme d'une grille qui peut modéliser plusieurs situations. Bien. Donc, Inchi no Heya est un jeu logique japonais. Il est joué sur une grille rectangulaire de cellules qui est séparée en rectangles. Une dimension de chaque rectangle est 1, tandis que l'autre dimension varie. Donc, les rectangles qui se trouvent dans la grille, ils ont une dimension 1, et pour les autres dimensions, ça peut varier, c'est-à-dire une colonne et plusieurs lignes, ou bien une ligne et plusieurs colonnes. Bien. Chaque rectangle est placé horizontalement ou verticalement et contient un nombre. Le but est de remplir toutes les cellules avec des chiffres de 1 à 9, de sorte que si on multiplie c'est-à-dire tous les chiffres de chaque rectangle, on obtient le nombre indiqué dans le rectangle. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une colonne. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une ligne. Donc, ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Maintenant, on vous donne un exemple d'une grille d'origine avec sa solution. Parce que cette visualisation peut aider l'étudiant à comprendre le principe du jeu. Parce qu'on ne peut pas concevoir le jeu et le programmer, bien sûr, en utilisant le langage Prolog, c'est un langage déclaratif, sans avoir compris l'énoncé. D'une façon professionnelle, c'est le cahier des charges de l'exercice. Bien, donc un exemple de ce jeu, Inchi no Heya, est le suivant. Donc vous voyez qu'on a une grille ici qui est séparée en plusieurs cellules ou bien cases. Et puis la grille, elle est divisée ou elle contient des rectangles. Bon, chaque rectangle a une dimension. Il peut avoir, donc il a une dimension et l'autre, toujours dans sa dimension, on a une ligne ou bien une colonne et on a d'autres pour la deuxième dimension. Elle peut varier de 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. Donc ici déjà le n, c'est-à-dire le nombre de cases de notre jeu, de notre grille, est égal à 25. Pourquoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 lignes, 1, 2, 3, 4, 5 et 5 colonnes. Donc 5 fois 5, on a 25 cases, ou bien 25 cellules. Pour les rectangles, vous voyez ici, on a par exemple le premier rectangle ici, parce que les rectangles sont dessinés en gras, c'est un rectangle qui est de dimension 1, 1. Vous voyez? Pour par exemple le deuxième rectangle ici, on a c'est-à-dire on a une colonne et deux lignes. Donc, on a une colonne et deux lignes. Et bien sûr, chaque rectangle contient un nombre parce que ce nombre-là, c'est-à-dire il rentre dans la spécification de la contrainte. Si on multiplie tous les chiffres de chaque rectangle, on obtient le nombre indiqué dans le rectangle. Donc, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire quelles vont être les valeurs de ces deux cases, pour ce rectangle-là par exemple, qui bien sûr appartiennent c'est-à-dire au domaine 1, 9, pour que si on va les multiplier, on va trouver 15. Bien. Donc vous voyez ici, on a un autre rectangle, il a une dimension, une seule ligne et deux colonnes. Vous voyez ici ça, et il contient la valeur 2. La même chose pour le 12. Donc on a ici un rectangle qui contient 12, la même chose, deux cases, c'est-à-dire deux lignes et une colonne. On a ici, par exemple, ce rectangle-là vertical, on a 3 cases, c'est-à-dire 3 lignes et une colonne. Pour le rectangle ici, on a 4 cases
avec une ligne et 4 colonnes. Et le nombre qui le contient, c'est 120. Donc, vous voyez, on a des rectangles qui sont verticales et on a des rectangles qui sont horizontales. Bien. On vous donne ici une solution pour vous montrer, c'est-à-dire c'est-à-dire aider l'étudiant à mieux comprendre. Donc, par exemple, ici, pour la première case, c'est toujours 5. Donc, ça, c'est fixé, puisqu'on a un rectangle à une dimension 1, 1. Donc, le deuxième rectangle ici, 15. Vous voyez, on doit le remplir avec deux valeurs qui appartiennent à l'intervalle 1, 9, de telle façon que le produit nous donne 15. Vous voyez qu'on a le 3 et le 5. 3 fois 5, c'est 15. Bon, il y a plusieurs façons de trouver 15. On peut avoir 15 fois 1, c'est-à-dire, non, parce que 15 n'appartient pas au domaine 1, 9. L'essentiel, bon, pour le 15, c'est spécifique. Mais par exemple, pour le 8, on a, c'est-à-dire, selon le rectangle, bien sûr. Donc, une autre contrainte, c'est pas seulement le fait qu'il faut que le produit des cases du rectangle intérieur à la grille sont égales au nombre indiqué dans la grille, mais il y a d'autres contraintes. Il faut qu'aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une colonne, et aussi aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une ligne. Donc ça, c'est les contraintes. L'essentiel, on a compris, c'est-à-dire l'énoncé de l'exercice ou bien du jeu, le principe du jeu, Inshi no Heya. Donc, quelles sont les questions de cet exercice TP? Premièrement, donner un programme en prologue qui résout le jeu Inshi no Heya de l'exemple. Donner un programme en prologue qui résout le jeu Inshi no Heya quelconque d'une façon générale, c'est-à-dire parce que ça c'est un exemple du jeu, mais on peut considérer le cas général, c'est-à-dire les chiffres ici et les rectangles on peut les choisir d'une façon, c'est-à-dire aléatoire. Aussi, décrire votre façon de modéliser le problème, décrire notamment comment respecter, bien représenter les entrées, la taille, la position, etc. des rectangles. Ici, il y a un rappel, on peut utiliser le prédicat lent, c'est-à-dire c'est une indication qu'on peut utiliser ou bien on peut ne pas l'utiliser selon la façon que l'étudiant, c'est-à-dire va faire sa modélisation et sa programmation, et aussi selon les prédicats de l'outil utilisé, bien du compilateur-interpréteur utilisé. Donc, où L ici est une variable et N une valeur créée qui crée une liste L de N variables. Ça, c'est une indication qui peut aider l'étudiant. Bien. Donc, on va essayer, premièrement, donc en général, notre exercice TP, on a deux cas. Premièrement, on va programmer l'exemple, c'est-à-dire on va modéliser l'exemple ici, avec les valeurs 5, 8, 15, 2, etc. et avec ces rectangles-là. On va le programmer pour avoir des solutions. Et aussi, puis, on va se projeter vers le cas général du jeu, c'est-à-dire on a une grille quelconque. Et on va les séparer en rectangles, et on a des valeurs ici qu'on peut saisir, c'est-à-dire par le clavier d'une façon aléatoire. Donc, dans le cas général, c'est ça l'exemple, on a une grille vide, et dans le cas de l'exemple, donc on doit respecter, c'est-à-dire cette présentation de l'exemple, avec ces valeurs-là et ces rectangles internes. Bien. Donc, l'étudiant, il a en main un exercice TP à faire, on reste bien sûr dans la matière, programmation logique par contrainte. Ok? Donc, premièrement, pour pouvoir faire cet exercice-là, il faut que l'étudiant, il faut que l'étudiant révise tous ces cours qui concernent cette discipline, la programmation logique par contrainte. Les concepts de cette discipline, le modèle CSP, c'est-à-dire le modèle Constraint Satisfaction Problem, ou bien c'est le problème de satisfaction de contraintes, les concepts du modèle, les algorithmes pour résoudre ce modèle, ainsi de suite. Donc il faut lire vos cours, les consulter, les comprendre pour bien sûr savoir les définitions des concepts, les définitions des nouveaux, c'est-à-dire des nouveaux concepts que l'étudiant ne connaissait pas. Une fois qu'on a révisé notre cours, pour faire ce TP-là, il faut que l'étudiant doit être méthodique. Surtout un étudiant en technologie. On ne peut pas faire nos exercices ou bien nos TP ou bien nos projets sans être méthodique. Donc, pour résoudre tout type de problème, il faut être méthodique. Comment? Il faut suivre une méthode, c'est-à-dire suivre un processus. Parce qu'en informatique, on utilise une machine. Et la machine, elle fait son traitement par un processus, c'est-à-dire c'est pas d'une façon comme ça, c'est-à-dire direct. Il y a toujours un processus à suivre, des étapes à suivre. Donc, suivre dans la résolution du problème, puisqu'on va
résoudre notre TP pour écrire un programme qui va être bien sûr compilé et exécuté par la machine. Donc c'est sûr que la méthode qu'on va suivre, c'est une méthode qui est basée sur des étapes, qui est basée sur un processus. Donc pour être méthodique, il faut suivre une méthode, un processus avec toutes ces étapes. Bien, une fois qu'on a, c'est-à-dire réglé les étapes, chaque étape, elle a bien sûr sa valeur et son importance dans le processus. Donc il faut respecter toutes les étapes du processus et consommer le temps qu'il faut pour chaque étape pour avoir une bonne qualité de la solution. Donc chaque étape a son importance. Il faut, c'est-à-dire la consommer pleinement pour que vers la fin, lorsqu'on va faire la programmation et faire nos tests, on aura des solutions, c'est-à-dire qui sont complètes et de bonne qualité. Faire beaucoup de tests dans la phase de programmation pour corriger toutes les erreurs. Puisqu'on est en phase d'un programme TP, c'est-à-dire d'un exercice TP pour faire de la programmation informatique, donc il faut faire beaucoup de tests dans la phase finale, qui est la programmation, pour corriger toutes les erreurs. Bien, qu'on peut faire bien sûr, ou bien au niveau de la modélisation, ou bien au niveau de la programmation. Maintenant, notre discipline, c'est la programmation par contrainte, ou bien la PPC, et la programmation logique par contrainte. Donc, on est en train de faire de la programmation par contrainte, la PPC, et spécifiquement la programmation logique par contrainte, la PLC. Donc, la programmation par contrainte représente une des avancées que l'informatique, c'est-à-dire de l'informatique, est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur cette notion-là. L'utilisateur définit le problème, l'ordinateur le résout. Ça, c'est-à-dire le comportement global de cette discipline, la programmation par contrainte. Donc, l'utilisateur définit le problème, bien sûr, on donne le modèle. Dans notre cas, le modèle utilisé, c'est le CSP, Constraint Satisfaction Problem, ou bien le problème de satisfaction de contrainte. Donc, c'est un modèle qui est formel. Et bien sûr, une fois qu'on a modélisé le problème, donc déjà, 90% du travail, il est fait. Pourquoi? Parce que l'ordinateur va le résoudre directement en utilisant des prédicats qui sont déjà implémentés dans le compilateur-interpréteur Prolog. Bien. Donc, bien sûr, puisqu'on utilise de la programmation logique par contrainte, on va utiliser un compilateur logique. Donc, la programmation est de type déclaratif. Donc, on crée le modèle, la résolution est automatique. Vous voyez? Parce qu'on est en face on utilise un modèle logique, un modèle formel logique. Donc, il vaut mieux utiliser la programmation de type déclaratif qui se base sur le fait de créer le modèle. La résolution, elle est automatique. Donc, ça ne veut pas dire que cet exercice ou bien ce TP ne peut pas être fait par d'autres types de programmation, ou bien d'autres paradigmes de programmation. Par exemple, la programmation impérative comme le C ou bien le Pascal, ou bien la programmation orientée objet comme le C++, le Java. On peut le faire. Mais dans notre cas, puisqu'on est dans la matière ou bien le module programmation logique par contrainte, et aussi notre modèle est un modèle formel, vaut mieux utiliser une programmation déclarative. Donc, ça c'est une idée que je vous donne, c'est une récap de la programmation logique par contrainte. Si l'étudiant veut du détail, je vous laisse ici le lien de la vidéo où il y a, c'est-à-dire les différentes définitions des concepts de la programmation logique par contrainte. Très bien. Maintenant, on va, pour résoudre c'est-à-dire un problème en programmation logique par contrainte, donc la résolution d'un problème en programmation logique par contrainte repose toujours sur les mêmes étapes. Globalement, c'est-à-dire le processus, il est le suivant. Premièrement, l'analyse du problème. Vous devez comprendre et savoir quel est l'objectif et quelles sont les données entrantes, le input, et les données sortantes, le output. Bien sûr, on ne peut pas programmer c'est-à-dire résoudre un problème en le programmant sans avoir analysé le problème et le comprendre. Donc, l'analyse est une phase très importante dans le processus de résolution, bien de programmation. Donc, on doit premièrement comprendre l'exercice. Donc déjà, dans notre cas, on a compris le principe général du jeu parce qu'il est simple. Vous voyez, en lisant l'exercice, on a compris le principe du jeu. C'est une grille qui contient des cellules et elles contiennent des rectangles internes qui sont de dimensions différentes. On voudrait remplir cette grille avec des valeurs numériques de 1 à 9 en respectant ces trois contraintes. Il faut que, si on multiplie le chiffre de chaque rectangle, on obtient le chiffre ici qui est contenu dans les rectangles. Donc ici, dans ce rectangle, on doit obtenir 15. Dans celui-là, on doit obtenir 120, ainsi de suite. Bien sûr, la multiplication de ces valeurs
c'est-à-dire ces valeurs ça sont comprises entre 1 et 9. Ça, c'est indiqué dans l'exercice. Les chiffres de 1 à 9. La deuxième contrainte, aucun chiffre n'appartient plusieurs fois dans une colonne, n'apparaît plusieurs fois dans une colonne. Donc, dans chaque colonne, c'est-à-dire c'est le 1. Si on a par exemple, on va écrire le 1, donc dans la même colonne, il faut que le 1 ne se répète pas. C'est-à-dire on va le placer une et une seule fois. La même chose pour la ligne. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une même ligne. D'accord? Ça, c'est les contraintes qu'on doit respecter en modélisant le problème pour que on puisse le résoudre par la suite. Bien. Donc, on revient à notre processus de résolution d'un problème en PLC, programmation logique par contrainte. Donc, l'analyse, c'est très important. Il faut que l'étudiant comprenne le principe du problème et aussi, il doit déduire l'objectif. Quel est notre objectif? C'est-à-dire, quelle est la solution qu'on veut trouver? Quelle est cette solution? Et bien sûr, donc, pour en fin de compte ressortir les données entrantes, le input, et les données sortantes, le output. Bien. Donc, la deuxième phase dans le processus de résolution, c'est la modélisation du problème. Une fois qu'on a analysé, on a compris, on peut modéliser. Donc, pour modéliser, on va définir notre problème dans un format spécifique, dans un modèle. Donc, on va modéliser notre problème sous forme d'un modèle. Notre cas, c'est le modèle CSP, le Constraint Satisfaction Problem. Donc, pour pouvoir utiliser ce modèle, c'est sûr que l'étudiant doit savoir les concepts du modèle. C'est-à-dire, ce modèle, il est constitué, c'est-à-dire, quels sont les constituants du modèle, bien sûr, qui dit quels sont les constituants du modèle sur le plan syntaxique et sur le plan sémantique. Quels sont les composants du modèle? C'est bien. Comment on va les écrire syntaxiquement? Et bien sûr, cette syntaxe, quel est son sens? Très bien. Donc, si vous voulez toujours revoir ce modèle CSP, je vous laisse le lien de la vidéo qui explique les concepts du modèle CSP. Maintenant, la troisième phase, c'est l'implémentation. Donc, on dit implémentation, mais programmation. Donc, on va écrire notre modèle dans un langage de modélisation, bien un langage de programmation, par exemple le Prolog. Donc, une fois qu'on a, c'est-à-dire modéliser notre problème, donc on va le passer à la phase de programmation, on va écrire ou bien interpréter notre modèle dans un langage de programmation logique déclaratif comme le Prolog. Donc, et en fin de compte, la résolution, on va utiliser un solver PPC compatible pour trouver la solution. Donc, le programme qu'on va utiliser, son nom normalement, c'est-à-dire vis-à-vis du type de la discipline qui est la programmation logique par contrainte, et selon le type du modèle, c'est un solver. Donc, tout logiciel qui résout un CSP s'appelle un solver. Ça vient du mot solve en anglais, c'est-à-dire résoudre. Bien. Donc, en général, ce solver-là, c'est le programme qu'on va écrire, c'est un solver, parce que lorsqu'on va l'exécuter ou bien l'interpréter, il va nous ressortir une solution de notre jeu. Donc, en général, un solver en programmation logique par contrainte, c'est-à-dire en input, pour son input, c'est un CSP. Pour son output, c'est une solution. Mais en général, on a 3 cas de output. Ou bien une solution unique, donc une et une seule solution, c'est bien, c'est le top. Ou bien plusieurs solutions. Dans ce cas, on dit que le CSP est surcontraint. Parce que des fois, on voudrait pas. Bon, pour le problème du jeu, c'est un jeu, mais dans d'autres problèmes, peut-être que le client veut une seule solution. Donc, si notre logiciel ressort plusieurs solutions, il faut qu'on donne une seule solution au client. Donc, il faut se faire c'est-à-dire des manœuvres pour ressortir la meilleure solution. Donc, dans le cas où on a plusieurs solutions, on appelle ça un CSP surcontraint. Ça revient toujours à lire les définitions de ce type de CSP dans la discipline programmation logique par contrainte. Et on peut avoir pas de solution. Dans ce cas, on dit que le CSP est sous contraint. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à satisfaire toutes les contraintes avec ces variables-là et avec ces domaines de variables. Vous voyez? Donc ça, c'est globalement le processus de résolution d'un CSP. Bien sûr, une fois que vous allez programmer votre problème et votre modèle, et vous aurez des résultats, il faut tester ces résultats. Vous allez tester votre programme et avoir des résultats. C'est sûr que l'étudiant doit interpréter les résultats pour dire son avis. Est-ce qu'on est dans le cas d'une solution unique, qui est le cas top, le cas idéal, ou bien on a plusieurs solutions, il doit critiquer, ou bien on n'a pas de solution, et il doit critiquer et voir quelles sont les solutions. Bien. Maintenant, globalement, je vais décortiquer ces 3 phases d'une façon, c'est-à-dire abstraite. Donc, pour l'analyse et la modélisation, les étapes en général, donc toujours l'analyse, c'est le fait de comprendre et de décortiquer les différentes, les différents points de l'exercice et aussi essayer de récolter les informations qui concernent notre problème ou bien notre exercice.
Puis, une fois qu'on a les informations, on va passer à la modélisation. Donc, les étapes de la modélisation en général, il faut analyser le problème, bien lire l'exercice et le comprendre, déduire les inconnus ou bien les variables pour spécifier les variables de décision. Donc, ici, on aura la déclaration des variables. Deuxièmement, déduire les données connues, c'est-à-dire pour spécifier les domaines des variables considérées, donc la définition des domaines des variables. Troisièmement, voir les conditions à respecter pour pouvoir créer les relations entre les variables, c'est-à-dire les contraintes, parce qu'une contrainte, c'est une relation entre les variables de décision. Donc, on va spécifier les contraintes sur les variables. Vous voyez que d'une façon indirecte, l'étape d'analyse et de modélisation, c'est-à-dire était en accord avec les concepts du modèle CSP. On doit ressortir les inconnus, qui sont les variables de décision, l'ensemble X. On doit ressortir les domaines des variables, qui est le D de X. Et on doit ressortir les contraintes, qui sont les relations entre les variables. Bien, ici on a une petite remarque qui est très importante. Il faut toujours savoir qu'on peut on peut trouver plusieurs modèles différents pour un même problème, ou bien un même exercice, ou bien un même TP. L'essentiel est que ce modèle doit être valide. Que veut dire valide? Il reflète l'exercice complètement. Il n'ajoute pas des informations et il n'enlève pas de l'information. Ni plus ni moins. Il respecte l'exercice comme il est donné, par son cahier de charge, si on puisse dire d'une façon professionnelle. Donc je répète, dans l'étape modélisation, et bien sûr cette remarque elle est importante, c'est-à-dire c'est une qualité, c'est un ajout, c'est-à-dire comment dirais-je, ça donne la liberté à l'étudiant développeur, c'est-à-dire à modéliser d'une façon plus large. Donc pour un exercice, il n'y a pas un seul modèle. On peut toujours trouver plusieurs modèles, bien sûr, c'est-à-dire le CSP, on peut trouver plusieurs CSP. C'est selon la déclaration de notre variable. On peut avoir plusieurs modèles pour le même exercice. L'essentiel, c'est que les modèles sont valides, c'est-à-dire ils reflètent ce que dit l'exercice, ni plus ni moins. Bien. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice pour cette notion d'avoir plusieurs modèles pour le même exercice. Donc, je récapitule. Il faut toujours savoir qu'on peut toujours trouver plusieurs modèles différents pour le même problème. L'essentiel, c'est que le modèle soit valide. C'est-à-dire qu'il reflète l'exercice d'une façon complète, ni plus ni moins. Donc, le choix du sens ou bien la sémantique des variables de décision n'est pas unique. Et c'est cette sémantique des variables qui spécifiera les contraintes et par la suite le domaine. Et donc, c'est ce qui crée la différence des modèles. C'est-à-dire, lorsqu'on a notre exercice, on voudrait le modéliser sous forme d'un CSP, bien sûr, après avoir analysé et compris l'exercice. Donc, on doit déduire les variables, les domaines des variables et les contraintes sur les variables. Maintenant, le choix de la variable. Pour choisir une variable, bien sûr, on va lui donner une syntaxe et une sémantique. C'est-à-dire, quel est le sens de cette variable? Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est une solution, c'est vrai, mais c'est quoi cette solution-là? C'est une valeur, c'est un comportement, c'est un état, c'est une situation. Donc, c'est la sémantique de la variable qui va juger, premièrement, du domaine des variables et des contraintes sur les variables. Je vous donne ici un exemple pour comprendre cette notion. Par exemple, le problème des quatrains, ou bien le jeu des quatrains. C'est un jeu qui est, c'est-à-dire, le principe, on a c'est-à-dire 4 reines, et on a un échiquier, c'est-à-dire 4 sur 4, et ces 4 reines, on voudrait les placer sur cet échiquier en respectant les contraintes. C'est-à-dire, 2 reines ne doivent pas être dans la même ligne ou bien la même colonne, et elles ne doivent pas être dans la même diagonale descendante et ascendante. Ça, c'est un jeu. Si vous voulez, c'est-à-dire voir la résolution de cet exercice, je vous laisse le lien de la vidéo. Donc, les inconnus du problème sont des positions des reines sur l'échiquier. Donc, c'est un échiquier ici. Bon, c'est un jeu d'échecs spécifique, parce que le jeu d'échecs, si on voudrait modéliser le jeu d'échecs qui a plusieurs types de pièces, c'est plus compliqué. Dans notre cas, on considère que la pièce reine. Bien. Mais si l'étudiant va comprendre ce principe, il peut toujours le généraliser sur le jeu d'échecs qu'on connaît, c'est-à-dire qui a plusieurs pièces. Il y a le pion, le cheval, la reine, le roi, ainsi de suite. Dans notre cas, on considère la pièce reine. Donc, les inconnus de ce jeu, ce sont les positions des reines sur l'échiquier. On voudrait poser les reines sur l'échiquier de telle façon à respecter les contraintes que je viens de citer. 2 reines ne doivent pas être sur la même ligne, 2 reines ne doivent pas être sur la même colonne, et 2 reines ne doivent pas être sur la même diagonale descendante ou bien ascendante.
Donc, en numérotant les lignes et les colonnes de l'échiquier de la façon suivante, c'est-à-dire, on va ici numéroter, ça c'est une visualisation du jeu. On a l'échiquier, donc on a 4 4, donc on a 16, 4 x 4, 16 cases. On a 4 reines. On voudrait les placer en respectant les contraintes. Donc, on va numéroter les échiquiers. Numéro de ligne de 1 à 4 et le numéro des colonnes de 1 à 4. Bien. Donc, si on va, c'est-à-dire numéroter les lignes et les colonnes de l'échiquier de la façon qu'on vient de voir, et bien sûr, selon le choix du sens ou bien de la sémantique de la variable de décision, on peut avoir 3 modélisations. On va avoir 3 CSP différents pour cet exercice-là, pour ce jeu-là. Vous voyez? Donc, premièrement, la première modélisation, on va considérer la variable, la sémantique de la variable, c'est quoi? Le sens, c'est-à-dire que veut dire le X ici? Ça va être, on a 2 variables, le C et le L. C, c'est la colonne et le L, c'est la ligne. Donc, la ligne et la colonne sur l'échiquier. Donc, on va essayer de trouver la ligne de chaque reine et la colonne de chaque reine. Donc, on a ici 2 types de variables, la ligne et la colonne. Ça, c'est la première modélisation. Donc, c'est selon, bien sûr, le choix de la sémantique de la variable, on aura les domaines des variables et aussi les contraintes sur les variables, bien, entre les variables. Bien. Deuxième modélisation, XI. On fixe la colonne et on cherche la ligne. Ici, on a c'est-à-dire utilisé un petit peu de l'intelligence, on a pensé, parce qu'ici, le choix, il est direct. On a un échiquier, on est sûr que lorsqu'on va placer une reine, la reine, elle est placée dans une case, et bien sûr, la case ici, elle est, c'est-à-dire structurée par sa ligne et sa colonne. Donc, on va essayer de chercher la ligne et la colonne de chaque reine, de telle façon à respecter les contraintes. Ça, c'est-à-dire, c'est un choix de la variable de décision, de la sémantique de la variable de décision d'une façon directe, bien banale, si je puis dire. Dans le deuxième cas, la deuxième modélisation, le choix de la variable, il est un petit peu intelligent. C'est-à-dire on a essayé de penser pour pouvoir trouver une sémantique plus, c'est-à-dire plus, comment dire, plus rentable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer, puisqu'on a le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, on va fixer, par exemple, la colonne et on cherche la ligne. Donc, on va, c'est-à-dire, si on a le X1, c'est-à-dire c'est la reine qui, c'est-à-dire c'est la reine qui est placée dans la colonne 1. Donc, on cherche la ligne correspondante de telle façon à respecter les contraintes. Vous voyez? Donc, au lieu de chercher la colonne et la ligne, on va chercher que la ligne en fixant la colonne. Donc, ici, on a X1, X2, X3, X4. On a 4 variables. Alors qu'ici, on a 8 variables parce qu'on a C1, C2, C3, C4, les colonnes, les 4 colonnes de chaque reine et L1, L2, L3, L4, les 4 lignes de chaque reine. Donc ici, on a 8 variables, ici, on a 4 variables. Vous voyez la différence. Donc le fait de minimiser le nombre de variables, c'est bien. Ça diminue la complexité du modèle. Ou bien sûr, comme je le dis toujours, il faut que l'informaticien, développeur, programmeur, concepteur doit avoir le souci de la complexité. Lorsqu'il a un projet pour faire, enfin, c'est-à-dire dans sa finalité, faire un logiciel, il faut, et donc il est en train de traiter avec une machine, donc il faut qu'il donne de l'importance à la complexité. Donc il doit, c'est-à-dire prendre en main de minimiser la complexité dans ses modèles et dans ses algorithmes de résolution des modèles. Bien. Troisième modélisation, c'est le XIJ. Maintenant, la sémantique, elle va changer. Ici, c'est l'état des cases de l'échiquier, c'est-à-dire de la position IJ, à la position IJ. Le XIJ ici, c'est pas la ligne ni la colonne, non, c'est l'état des cases. Est-ce que la case contient la reine ou non? Donc, vous voyez que on aura ici, c'est-à-dire 2 valeurs. Oui, la case contient une reine, non, la case ne contient pas la reine. Donc, 0, 1, true, false. Donc, vous voyez que ici, le domaine des variables, c'est 0, 1. Donc, on a 2 valeurs dans le domaine de variables pour la troisième modélisation. Alors que pour la première modélisation, le C varie de 1 à 4, le L varie de 1 à 4. Ici, le XI varie de 1 à 4. Donc, vous voyez qu'ici, dans la troisième modélisation, on a minimisé le domaine des variables. Donc, c'est selon la sémantique de la variable que le domaine des variables change et les contraintes changent. Donc, vous voyez que par la différence des sémantiques des variables, on aura 3 modèles différents. Déjà, la différence, elle est dans le domaine des variables et aussi dans les contraintes. Pour voir le détail de cet exercice, il faut voir la vidéo sur l'exercice des jeux des reines, que je vais vous laisser le lien ici dans la vidéo. Parce qu'ici, on se consacre au jeu Inshi quoi? Je vais revoir le nom. C'est Inshi no Hea. Ok, très bien. Donc, bien.
Donc, je récapitule ces trois types de modélisation. Donc, la première modélisation, on peut déterminer la position du rein par un numéro de ligne et un numéro de colonne. Ainsi, une première modélisation consiste à associer à chaque rein I deux variables, LI et CI, correspondant respectivement à la ligne et à la colonne sur laquelle placer la reine. Donc, c'est une modélisation directe. Deuxième modélisation, dans la mesure où l'on sait dès le départ qu'il y aura une reine et une seule sur chaque colonne de l'échiquier, le problème peut se résumer à déterminer sur quelle ligne se trouve la reine placée sur la colonne I. Par conséquent, une deuxième modélisation consiste à associer une variable xi à chaque colonne I de telle sorte que xi désigne le numéro de la ligne sur laquelle placer la reine de la colonne I. Donc, on connaît la reine, la colonne, on cherche la ligne. Alors que la première modélisation, on cherche la ligne et la colonne. C'est plus complexe. La troisième modélisation qui est plus logique et plus, c'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, on a utilisé de l'intelligence, c'est-à-dire on a dû penser et raisonner pour mieux déduire cette sémantique de la variable de décision. Une autre façon radicalement opposée, c'est de modéliser le problème, consiste à choisir comme variable non pas les positions des reines, mais les états des cases de l'échiquier. On associe une variable à chacune des 16 cases de l'échiquier. On notera xij, la variable associée à la case située à la ligne I et à la colonne J. Chaque variable peut prendre pour valeur 0 s'il n'y a pas de rein sur la case ou 1 s'il y a une rein sur la case. Les contraintes spécifient qu'il ne peut y avoir plusieurs reins sur une même ligne, une même colonne ou bien une même diagonale, c'est-à-dire descendante ou bien ascendante. Ça, c'est les contraintes. Vous voyez donc c'est selon la sémantique de la variable, le sens de la variable de décision qu'on peut avoir notre modèle. Très bien. Donc ça, c'est pour montrer. C'est-à-dire ça, c'était important. Pourquoi je me suis attardé sur ce point, parce que pour que l'étudiant travaille d'une façon, c'est-à-dire il doit utiliser son intelligence, sa pensée spécifique, personnelle, pour modéliser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un seul modèle pour chaque problème. On pourra avoir plusieurs modèles. L'essentiel, la validité. C'est que le modèle reflète le problème, ni plus ni moins sur le plan information ou bien sur le plan relation. Très bien, ça c'est pour donner de l'importance à l'étape modélisation. Maintenant, on va passer à la résolution de RTP, qui est la programmation du jeu logique japonais Ishinohea. Donc, on va appliquer les étapes de résolution de ce problème qu'on vient de voir en RTP. Bien. Donc, la première étape, c'est l'analyse et la modélisation du TP. L'objectif du jeu est de remplir toutes les cellules avec des chiffres de 1 à 9 en respectant les contraintes suivantes. On a trois types de contraintes qui sont, premièrement, si on multiplie tous les chiffres de chaque rectangle, on obtient le nombre indiqué dans le rectangle. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une colonne, donc ça se déduit que le chiffre est unique dans chaque colonne. Et aussi, aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une ligne, le chiffre doit être unique dans chaque colonne. Donc ici, l'exercice, il est c'est-à-dire il est bien, comment dirais-je, il est exprimé d'une façon simple. Donc l'analyse, elle n'est pas tellement compliquée. C'est-à-dire on a compris directement quelles sont les contraintes. Donc on a, pour les variables, ce sont les cases. Pour les domaines des variables, on a 1 à 9. Et pour les contraintes, on a chaque rectangle, on a un chiffre. Dans chaque rectangle, on a un chiffre. On doit multiplier les cases qui sont contenues dans le rectangle pour avoir ce chiffre-là. Et ce chiffre-là ne doit pas apparaître dans plusieurs lignes. C'est-à-dire le chiffre est unique dans chaque colonne et il est unique dans chaque ligne. Très bien. Maintenant, je pense ici qu'il y a une erreur. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une colonne. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une ligne. Le chiffre est unique dans chaque colonne, non, dans chaque ligne. Pour être plus correct. J'aime pas les erreurs d'orthographe. Il faut toujours se corriger. Très bien. Je sauvegarde et je termine mon exposé. Bien. Donc l'analyse, elle va pas vous prendre beaucoup de temps. Mais il faut toujours se projeter lorsqu'on a un projet ou bien un mini-projet, lorsque, c'est-à-dire le cahier des charges, il est volumineux et il est complexe. Le projet il est complexe, donc il faut faire de l'analyse pour décortiquer cette complexité et récolter l'information basique. Parce que notre matière première en programmation, c'est l'information, qui sont les données. Donc on doit avoir des données basiques, élémentaires. Et puis on va les structurer dans la phase de conception et de la programmation. Bien,
On a une grille, donc l'analyse, je termine toujours mon analyse. On a une grille, donc on a déjà, c'est-à-dire déduit l'objectif du jeu. C'est le fait de donner à chaque case une valeur. Donc on a une grille rectangulaire avec des cellules. On dit cellule ou bien on dit case, c'est toujours bien. Et on a des rectangles intérieurs. Chaque rectangle a une dimension d'un côté, une ligne ou bien une colonne, tandis que l'autre dimension varie selon le rectangle. Ok? Chaque rectangle est placé horizontalement ou bien verticalement et contient, le fait de dire horizontal ou bien vertical, c'est selon cette dimension-là. Si c'est une ligne, donc on dit que c'est rectangulaire, que c'est horizontal. Si on a une colonne, donc c'est vertical. Donc, ou vertical, et il contient un nombre. Donc, si on va, c'est-à-dire, comment dire, observer notre exemple, parce qu'on est en train de modéliser et de programmer l'exemple. Dans les vidéos qui vont suivre, on va voir le cas général du jeu Inshino-hea, c'est-à-dire la grille, elle est vierge, c'est-à-dire sans chiffre ni rectangle. Donc ici, on a 5. Vous voyez, si on va voir c'est-à-dire les rectangles intérieurs, ils sont dessinés en gras, des traits en gras. Donc si on va compter ces rectangles, on va trouver 12. Donc on a 1, ici on a 2, 3. On va compter les chiffres pour savoir, parce que chaque chiffre il est contenu dans un rectangle. Donc on a 1, 2, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a 12 rectangles. Parce que chaque rectangle contient un chiffre, il faut que je dois remplir les cases du rectangle avec les chiffres. C'est-à-dire qui vont dans la multiplication va donner ce chiffre-là. Donc vous voyez qu'on a 12 rectangles. Donc puisqu'on a 12 rectangles, c'est sûr qu'on a 12 contraintes d'égalité. On va voir ça par la suite. Donc le but est de remplir toutes les cellules avec des chiffres de 1 à 9, de sorte que si on multiplie tous les chiffres de chaque rectangle, on obtient le nombre indiqué dans le rectangle. Et qu'aucun chiffre n'apparaît dans une colonne. C'est-à-dire le même chiffre n'apparaît pas plus qu'une fois dans une colonne. Et la même chose, chaque chiffre dans une ligne, il est unique. Bien. Donc, on a 12 rectangles. Bien. On va passer maintenant, c'est-à-dire, ça, on a analysé. Donc, je récapitule mon analyse. On va déduire de l'analyse l'objectif du jeu, le input, le output et par la suite le modèle final. Donc, l'objectif du jeu est de remplir toutes les cellules avec les chiffres de 1 à 9 en respectant les contraintes du jeu que je viens de citer ici. C'est 3 types de contraintes. Ici, on a, la multiplication, on a une égalité. Ici, un chiffre, il doit apparaître une seule fois dans chaque ligne, dans chaque colonne. Donc, c'est une différence, une inéquation. Et ici, chaque chiffre apparaît une seule fois dans chaque ligne. Donc, c'est une inéquation. Donc, on a des inéquations, des équations et des égalités. Bien. Maintenant, l'objectif du jeu est de remplir toutes les cellules. Donc, à la fin de l'analyse, on va récapituler pour, en fin de compte, ressortir le modèle. Parce que l'analyse, c'est pour pouvoir ressortir le modèle. C'est-à-dire ressortir les concepts qui vont constituer le modèle. Donc, on a décortiqué pour savoir que l'objectif du jeu est de remplir toutes les cellules avec des chiffres de 1 à 9 en respectant les contraintes, les 3 types de contraintes du jeu. Donc, notre input, c'est un CSP qui modélise le jeu Inshino-hea. Le output, c'est une ou plusieurs solutions du jeu. On a dit on peut avoir une solution, plusieurs solutions ou bien pas de solution. Donc le output, c'est pour trouver une solution, pour résoudre ce CSP, pour trouver une ou plusieurs solutions du jeu Inshino-hea. Donc le modèle utilisé est un CSP, c'est l'abréviation de Constraint Satisfaction Problem, ou bien problème de satisfaction de contraintes. Donc on doit déterminer les concepts de ce modèle qui sont les ensembles suivants. Donc comme je venais de vous le dire, pour utiliser un modèle, il faut que l'étudiant sache ses concepts. On dit concepts, bien les constituants du modèle. Pour le CSP, on a 3 constituants. Le X qui est l'ensemble des variables de décision, le D de X qui est l'ensemble des domaines des variables de décision, et le C de X qui sont l'ensemble des contraintes sur les variables. Bien sûr, les variables ici de décision. Donc le CSP, c'est un ensemble formé de 3 sous-ensembles. Le X, le D de X et le C de X. Donc, les variables de décision, qui sont les inconnues sur l'ensemble X, les domaines des variables, c'est 2dx, et les contraintes sur les variables, c'est le C de X. Ça, c'est un rappel. Maintenant, on va passer à la modélisation. Une fois qu'on a analysé, on a su que veut dire l'objectif, notre input, c'est un CSP qui est formé de X, D de X et C de X. Notre output, c'est la solution de ce CSP. Donc, comment je vais choisir mon CSP? Bien, les concepts des CSP, j'ai comment choisir le X, le D de X et le C de X pour le jeu Inshino-hea. Donc,
quand je venais de le dire, c'est selon le choix de la sémantique de la variable. Dans notre cas, les variables sont les cellules, les cases de la grille, c'est-à-dire d'une façon directe. Parce qu'on voudrait remplir les cases du jeu, les cases de la grille du jeu. Donc automatiquement, chaque variable c'est la case, parce qu'on voudrait savoir quelle est la valeur à placer dans la case, ou bien quelle est la valeur de la case. Donc les variables sont les cellules, les cases de la grille. La syntaxe, chaque cellule de la grille est modélisée par une variable numérique appelée XIJ, avec I est le numéro de la ligne et J est le numéro de la colonne. Ça, c'est une l'ablation, c'est une notation. On peut toujours utiliser d'autres notations. Moi, j'ai préféré utiliser XIJ pour montrer que chaque variable, c'est la valeur de la cellule et elle est détectée par la ligne et la colonne. Donc, je vais, puisque le IJ, il varie de 1 à 9, plutôt de 1 à 5, parce que notre case, c'est-à-dire notre grille, elle est formée de 5 lignes et 5 colonnes. Donc le I, qui est l'indice des lignes, varie de 1 à 5. Le J, qui est l'indice des colonnes, varie de 1 à 5. Donc, très bien. Donc, le premier concept du modèle CSP, qui est le X, donc je viens de le déterminer. Très bien. J'ai déterminé l'ensemble X comme étant l'ensemble des valeurs des cellules ou bien des cases de la grille. Donc, j'ai normalement 25 variables. Parce que chaque variable, c'est une case du jeu. Donc, puisque j'ai 5 lignes et 5 colonnes, donc 5 fois 5, j'ai 25 cases. Donc, j'ai 25 variables que j'ai numérotées ou bien que j'ai notées comme X11, X21, X31. Donc, X11, ça veut dire première ligne, deuxième colonne. X21, deuxième ligne, première colonne. X31, troisième ligne, première colonne, ainsi de suite. Jusqu'à X5, la dernière case qui est la cinquième ligne, cinquième colonne. Donc, j'ai 25 variables. Très bien. J'ai déterminé le premier concept. Le deuxième concept, c'est le domaine de la variable. Donc, vous voyez, c'est selon le choix de la sémantique de la variable qu'on peut déduire les domaines et les contraintes. Donc, automatiquement, puisque chaque variable, c'est une case, et la case, elle doit prendre des valeurs de 1 à 9. Donc, c'est sûr que le domaine des variables, c'est les nombres de 1 à 9. Donc, les domaines spécifient les valeurs que peut prendre chaque cellule, chaque variable XIJ dans la grille. Donc, le DXJ, et il faut respecter la notation du modèle. On note l'ensemble des variables décision comme X. D de X, c'est domaine des variables, et C de X, c'est contrainte sur les variables. Il faut respecter la notation. C'est par convention. Donc, D de XJ égale à 1 à 9, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, chaque case, elle peut prendre une de ces valeurs-là. Mais, c'est-à-dire la résolution qu'on va utiliser par la programmation Prolog, elle va choisir la valeur de chaque case de telle façon à respecter les contraintes, d'accord, du jeu. Donc ici, on a le I varie de 1 à 5 et le J varie de 1 à 5. Très bien. Donc on a déterminé le X, on a déterminé l'ensemble X, on a déterminé l'ensemble D de X, IJ. Maintenant, on va déterminer les contraintes sur la variable. Ça va être simple maintenant parce que une fois la sémantique est choisie, c'est ça, c'est-à-dire dans la modélisation du modèle CSP, c'est-à-dire le concept le plus dur à déduire, c'est la sémantique de la variable. C'est-à-dire quel est l'inconnu qu'on va considérer pour écrire nos domaines et nos contraintes. Donc ici, c'est la case, la valeur que prend chaque case. Bien, que peut prendre chaque case. Bien, donc les domaines spécifient les valeurs. Maintenant, avant de passer aux contraintes, j'ai ici un petit rappel sur l'espace de recherche. Lorsqu'on a les variables et les domaines des variables, on peut ici déduire l'espace de recherche. C'est quoi l'espace de recherche? Donc, je lis les domaines qui spécifient les valeurs que peut prendre chaque cellule, ou bien ça, chaque variable, pardon, chaque variable XIJ dans la grille, c'est l'ensemble des deux XIJ qui varie de 1 à 9. Donc, on peut déduire le cardinal ou bien le nombre. Le cardinal, ça veut dire le nombre. Le cardinal de l'espace de recherche, c'est quoi l'espace de recherche? C'est l'ensemble, bien c'est le nombre de points admissibles. Parce que, comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, je vais vous donner le lien, laisser le lien dans la description. Le principe de résolution d'un CSP, c'est le fait de trouver un point dans l'espace de recherche qui respecte les contraintes. Un ou plusieurs points, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, on a un espace de recherche et on va l'explorer avec des stratégies algorithmiques pour trouver la solution, là où les solutions. Donc,
À travers le nombre de variables et le nombre des valeurs dans les domaines des variables, on peut déduire combien il y a de points dans cet espace de recherche. Donc, en effet, l'espace de recherche est le nombre de points admissibles. C'est les points qui sont candidats à être solutions. C'est-à-dire que ce sont des points qui appartiennent à notre domaine de définition du modèle. Mais elle peut, c'est-à-dire il y a des points qui appartiennent à l'espace de recherche, mais qui ne respectent pas toutes les contraintes. Donc dans notre cas, une solution, c'est un point admissible qui satisfait toutes les contraintes. C'est ça la définition d'une solution. Donc normalement, l'espace de recherche, c'est un nombre de points admissibles qui sont candidats à être des solutions. Bien. En effet, l'espace de recherche d'un CSP qui est formé de 3 paramètres, le X, le D et le C, ou bien de 3 ensembles, l'ensemble X des variables de décision, l'ensemble D des domaines des valeurs, des domaines des variables, et le C qui est le contraint sur la variable, comportant n variables, donc on a X égale 1 jusqu'à n, est défini par. Maintenant, je suis en train de calculer ce cardinal, ce nombre, d'une façon générale, et on va l'appliquer à notre exercice du jeu. Donc, le E qui est le nombre, c'est-à-dire qui est le cardinal, donc, il est formé des couples x1, v1. Chaque variable prend une valeur du domaine. x2, v2, et ainsi de suite, jusqu'à xn, vn. Quel que soit i compris entre 1 et n, vi est un élément de dxi. Donc, normalement, l'espace de recherche, ce sont l'ensemble, c'est-à-dire les coordonnées qui sont le x1 et la valeur de x1, dans son domaine, bien sûr. Donc, et le nombre d'éléments de cet espace de recherche est défini par, donc le cardinal ici, c'est le symbole du cardinal, c'est-à-dire deux nombres. Mathématiquement, ces deux barres indiquent le nombre de l'espace. Donc, ou bien on dit le cardinal de l'espace E, qui est l'espace de recherche, est égal au cardinal de dxi, c'est-à-dire le nombre de valeurs dans le domaine de x1, fois le cardinal de dx2, c'est-à-dire le nombre des valeurs dans le domaine de la variable x2, jusqu'à, on fait des multiplications des nombres de chaque variable dans son domaine, c'est-à-dire du nombre des valeurs de chaque variable dans son domaine. Bien. Donc, de sorte que si tous les domaines des variables... Donc, ça, c'est normalement, ça, c'est la formule générale pour déterminer le nombre des points admissibles de l'espace de recherche. Maintenant, dans le cas spécifique, ou bien le cas, c'est-à-dire de sorte que si tous les domaines des variables ont la même taille k, autrement dit, le d de xi égale à k, quel que soit i allant de 1 à n, alors la taille de l'espace de recherche est cardinal de E égale k à la puissance n. K, c'est le nombre des valeurs de chaque domaine de la variable, de chaque variable. Donc, si chaque variable, c'est-à-dire toutes les variables de 1 à n, ils ont le même nombre de valeurs, c'est-à-dire les mêmes domaines de variables, donc on dit que, on va, ici, par exemple, on va remplacer ici, donc c'est k fois k jusqu'à n, donc c'est k à la puissance n. Donc, on va appliquer cette formule à notre exercice. Donc, dans notre cas, notre exercice, on a combien on a de variables? On a 25 variables. On a ressorti les variables ici. Donc, on a x1, 1, x2, 1, x3, 1 jusqu'à, c'est-à-dire x5, 5. Donc, chaque case de l'échiquier, puisque l'échiquier est formé de 5 lignes et 5 colonnes, donc 5 fois 5, c'est 25. Donc, on a 25 variables. Donc, n égale à 25. Vous voyez, très bien. Maintenant, on va remplacer, on a un variable et les domaines, c'est les mêmes domaines. Donc, ils ont, c'est-à-dire toutes les variables, ils ont le même domaine qui varie de 1 à 9. Donc, combien il y a de valeurs dans le domaine? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a 9 valeurs. OK? Donc, normalement, on va remplacer dans la formule. Donc, c'est dx1 fois dx12 jusqu'à d de x55. Donc, c'est le dx11, c'est 9. Le dx2 c'est 9 jusqu'à dx55 c'est 9. Donc on a 9 fois 9 fois 9, combien? 25 fois. Donc c'est k à la puissance n avec k égale à 9 ici et n égale à 25. Donc on a 9 à la puissance 25. Si je calcule ça avec une calculatrice, je trouve ce nombre considérable. Vous voyez, c'est, je ne sais pas comment le lire, donc c'est des zéros. Ici on a 23 zéros. Des milliards, de milliards, je ne sais pas. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de points, et on doit explorer tous les points, parce que la résolution, elle est exacte. C'est-à-dire, si on va, c'est-à-dire, comment dirais-je, oublier au moins un seul point, notre résolution, elle est erronée. Pourquoi? Parce que peut-être que ce point qu'on a oublié, c'est la solution, vous voyez. Donc, il faut explorer tous les points de l'espace de recherche pour dire que ce CSP, il a une seule solution, ou bien il a plusieurs solutions, et bien sûr, on va les donner, ou bien il n'a pas de solution.
Donc il faut explorer toutes les valeurs. C'est ça ce que va faire les algorithmes de résolution d'un CSP. Parce que la résolution manuelle, c'est pas possible. On ne peut pas explorer tout ce nombre considérable de points. C'est pour ça, c'est-à-dire le fait que le nombre de points de l'espace de recherche, il est très grand, donc on dit qu'on a une explosion combinatoire. C'est-à-dire, si on va utiliser comment dirais-je, un algorithme banal qui est le générité, c'est-à-dire on affecte la valeur par sa valeur variable et on teste la contrainte, ça va nous mener à une explosion combinatoire. Ça va être très complexe à faire. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à créer des algorithmes de résolution de CSP qui sont basés sur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des principes mathématiques intelligents qui peuvent nous, c'est-à-dire nous minimiser l'explosion combinatoire. Bien. Bien sûr, si jamais quelqu'un ne comprend bien cette notion de combinatoire, il y a une vidéo où j'ai expliqué la notion de l'explosion combinatoire pour la résolution des problèmes d'optimisation. Je vais vous laisser le lien dans la description. Bien. Donc, jusqu'à présent, pour modéliser, on a trouvé le x, on a trouvé les 2dx. On a bien sûr calculé le cardinal E, qui est pour l'ensemble de points, les points de l'espace de recherche. Donc, vous voyez, il est très grand. Donc, c'est dans cet ensemble de points qu'on va trouver les solutions. Bien sûr, grâce aux algorithmes et bien sûr grâce au prologue. Maintenant, on va passer à le troisième composant du CSP ou bien le troisième concept du modèle, qui sont les contraintes. Donc les contraintes sont les relations entre les variables, bien sûr, selon l'exercice, selon le cahier des charges. Donc on a ici trois types de contraintes. La première contrainte, si on multiplie tous les chiffres de chaque rectangle, on obtient le nombre indiqué dans le rectangle. Donc ici on va utiliser des équations d'égalité. On va utiliser l'opérateur multiplication, on va multiplier les cases pour trouver, ils doivent être égales au chiffre dans la case, dans le rectangle. Deuxième type de contrainte, aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une colonne. Donc, on va utiliser des équations d'inégalité. Aucun chiffre n'apparaît plusieurs fois dans une ligne, on va utiliser des équations d'inégalité aussi. Donc, ça, c'est les contraintes qu'on a déduites. Donc, on va les exprimer d'une façon explicite ou bien algébrique. Donc, premièrement, la première contrainte, si on multiplie tous les chiffres de chaque rectangle, on obtient le nombre indiqué dans le rectangle. On a vu, selon l'exemple, bien sûr, qu'on a 12 rectangles. Vous voyez, on a 12 rectangles parce qu'on a 12 chiffres. Et chaque rectangle, il contient un chiffre. Donc, on a 12 rectangles. Donc, automatiquement, on a 12 égalités avec des multiplications, bien sûr. Donc, on a 12 rectangles. Donc, on a 12 contraintes de multiplication, bien d'égalité. La première contrainte, x1 égale à 5, parce qu'on a un rectangle de dimension 1, 1. Il a une ligne et une colonne. Le deuxième rectangle avec le 2, ici, si on va voir le schéma, la valeur 2 ici, on a deux cases. Donc, cette case, c'est quoi? Si on va compter dans la grille, le rectangle qui contient le chiffre 2, c'est la variable troisième ligne, x3, 1, troisième ligne, première colonne. Non, c'est troisième ligne, deuxième colonne, donc c'est x3, 2 fois, cette case-là, c'est x4, 2. Donc, x3, 2 fois x4, 2 égale à 2. On va vérifier ça. Donc, x3, 1 fois x4, 1 égale à 2. Ça, c'est pour x3, 1, parce que la première colonne, fois x égale à 2. Très bien. La même chose pour le deuxième rectangle, troisième rectangle, ainsi de suite. Vous voyez, ça, c'est x3, 3 égale à 4. On va vérifier, parce qu'on a notre rectangle avec une seule dimension. Ici, les valeurs, je n'ai pas respecté les valeurs. Oui. x1 égale à 5, x3, 1 fois x4, 1 égale à 2. x3, 1 fois x4, 1, ici, qu'est-ce qu'on a? On a x, normalement, le deuxième, c'est x, 2, 1 fois x. Oui, je dois changer ici. Donc, normalement, je dois, c'est-à-dire harmoniser parce que je suis en train de programmer l'exemple. Donc, je dois harmoniser les contraintes ici d'égalité avec mon exemple. Parce que ici, j'ai pris des valeurs aléatoires. Donc, je vais l'harmoniser dans la vidéo qui va suivre. Merci.